Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Donc en 1937, Lev Landau a bâti une théorie générale des changements de phase ou des phénomènes critiques. Il est parti de l'idée de développer en série les différentes fonctions thermodynamiques en fonction d'un paramètre d'ordre qui décrit le changement de phase. Par exemple, l'aimantation pour les ferromagnétiques. Le développement se fait en équilibre ou hors équilibre. Et on obtient ainsi une fonction, par exemple une énergie libre hors équilibre, qui dépend de la température, du champ magnétique et du magnétisme, et qui est égale à U moins T fois S. Donc l'énergie moins température fois l'entropie. Pour l'aimantation minimale qui minimise la valeur de F astérisque, on retrouve simplement l'énergie libre habituelle à l'équilibre thermodynamique. On peut alors développer F star en série, on obtient une fonction F0 plus une certaine constante A fois R carré, plus B fois R4, plus etc. On se place ici, pour l'exemple, en champ magnétique nul et dans une situation isotrope, donc identique dans toutes les directions, ce qui justifie qu'on n'a que des exposants pairs. Il y a symétrie par changement de parité. Par exemple, si B est une constante positive, en traçant F star moins F0, en fonction du paramètre d'ordre, on obtient au-dessus d'une certaine température critique, on obtient une courbe comme ceci, et pour la température inférieure à la température critique, on obtient une courbe comme ceci, qui passe donc sous l'axe avant de remonter. Et en traçant les valeurs, les courbes pour différentes températures, on peut tracer la valeur du paramètre d'ordre, le minimum du paramètre d'ordre, en fonction de la température. On voit que pour une température supérieure à Tc, le minimum, c'est 0. Tandis qu'en dessous de la température critique, on a une valeur minimum qui est non nulle. Et on obtient ainsi une courbe qui tombe à 0 à la température critique. R étant l'aimantation réduite, par exemple. C'est donc une description phénoménologique des transitions dites du second ordre. On trouve, en effectuant les calculs, que le paramètre d'ordre est une fonction de T moins Tc, avec une constante bêta égale à 1,5. Et on retrouve également la loi de Curie-Weiss. C'est une théorie du second ordre, donc un changement de phase du second ordre, donc l'énergie libre, le magnétisme et l'entropie sont continus en température critique, tandis que la chaleur spécifique subit une discontinuité. La théorie de Landau, en fonction des valeurs, des signes, des constantes A, B, C, etc., permet aussi d'écrire d'autres types de changements de phase. Par exemple, elle peut écrire des changements de phase du premier ordre, où toutes les valeurs, énergie libre, paramètres d'ordre, etc., sont discontinues lors de la transition. Et on montre même qu'il peut coexister les deux phases. C'est le cas typique d'un liquide et de la vapeur. L'eau liquide subsiste avec la vapeur ou avec la glace ou même les trois à la fois. Donc, cette théorie a beaucoup d'utilité dans la description des changements de phase. Ça en fait une théorie universelle de description des changements de phase. Mais, on a tout de même un problème, parce que, avec le ferromagnétisme, ça n'est pas correct. En effet, bêta n'est pas égal à 1,5. Il n'en est pas loin, mais il est différent. De plus,
Comme je viens de dire, la chaleur spécifique est discontinue, alors que ce n'est pas le cas avec les ferromagnétiques réels. On a une variation assez brusque de la chaleur spécifique au niveau de la température critique, mais elle n'est pas discontinue. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas dans la théorie. Pourtant, cette théorie est on ne peut plus générale. On développe en série, on regarde toutes les valeurs possibles pour les signes, ça devrait donc toujours fonctionner. Mais ce n'est pas le cas. Donc, qu'est-ce qui cloche? Eh bien, ce qui cloche, c'est que ce développement-là n'est pas toujours possible. Ce n'est pas possible lorsque la fonction est dite non analytique. Dans ce cas-là, la fonction ne coïncide pas avec son développement en série. On fait donc alors une hypothèse appelée hypothèse d'invariance d'échelle. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, prenons l'aimantation, les moments magnétiques à une température supérieure à la température critique. Dans ce cas-là, les spins sont orientés dans toutes sortes de directions, l'aimantation moyenne étant nulle. Voyons ça à une plus grande échelle. Donc on rétrécit et on voit le tout à une plus grande échelle. Donc on regarde de loin et on regarde les positions moyennes de petits groupes de spins et on obtient à nouveau une structure totalement irrégulière. En fait, on retrouve la même structure. La structure des aimants, d'orientation des aimants, est invariante d'échelle. Quelle que soit l'échelle à laquelle on le regarde, on obtient la même organisation. On peut dire aussi que la façon dont tous les spins sont orientés a une structure fractale. Et les fractales sont typiques de fonctions qui sont hautement non continues. Et de fait, une fonction qui obéit à ce genre de situation est non analytique et ne peut pas être développée en série. On peut toutefois décrire les propriétés des fonctions en fonction de cette hypothèse d'invariance d'échelle. Donc on part de la température réduite, T égale grand T moins Tc sur Tc, et lors d'un changement d'échelle, en toute généralité, l'énergie libre va prendre, en fonction d'un certain facteur lambda de changement d'échelle, va prendre une valeur f lambda a de t fois lambda b de b, champ magnétique, a et b étant deux constantes, égale lambda fois f tb. Ceci est typique d'une fonction de changement d'échelle. Lorsqu'on la multiplie par une constante, cela revient à multiplier les variables par la même constante à un petit exposant près. On effectue les calculs qui sont assez lourds, je vous en fais grâce, ils sont assez compliqués. On obtient que le paramètre, l'exposant critique bêta est égal à 1 moins b divisé par a. Et l'exposant critique delta est égal à 1 moins b divisé par b. Pardon. C'est égal à b divisé par 1 moins b. À partir de là, en fonction de bêta et delta, on peut calculer les courbes par exemple, de l'alimentation en fonction du champ magnétique et de la température. On obtient toute une série de courbes, et si on compare aux substances réelles, on constate cette fois que c'est très bien vérifié. Les courbes réelles, à bêta et delta donnés, qui peuvent être mesurées, correspondent parfaitement aux résultats obtenus avec cette hypothèse d'invariance d'échelle. En poussant les calculs, on peut calculer les autres exposants critiques, et on trouve que gamma est égal à bêta fois delta moins 1, et que alpha plus 2 bêta plus gamma égale 2.
C'est donc remarquable, les exposants critiques ne sont pas indépendants. Il n'y a que 2 exposants critiques indépendants. Et là aussi, ceci est bien vérifié expérimentalement. Si on vérifie les différentes constantes, exposants critiques des différents matériaux, on constate que ces relations sont bien respectées. L'hypothèse d'invariance d'échelle est donc confirmée par ses résultats expérimentaux et ses prédictions. Elle fut justifiée sur des bases physiques, analogues à ce que nous venons de raisonner, par Kadanoff en 1966. Et elle a été démontrée de manière rigoureuse à partir de la physique quantique, grâce à la théorie très lourde du groupe de renormalisation par Wilson en 1972. C'est donc maintenant un élément clé des théories de changement de phase du second ordre. Donc, comme les exposants critiques ne sont pas indépendants, ils dépendent tous de 2 coefficients seulement. Il y a seulement 2 exposants critiques à donner. Et en fonction de la valeur de ces exposants critiques, on peut définir des classes d'universalité. Une série de phénomènes de transition, de changement de phase physiquement différents, dans des situations différentes, avec des matériaux différents, mais qui ont les mêmes coefficients bêta et delta, par exemple. Et ils forment une classe universelle, où on retrouve les mêmes courbes équivalentes à MBT. Au lieu d'alimentation, ça peut être un autre paramètre d'ordre, et on retrouve les mêmes courbes. Ces classes d'universalité dépendent en fait de 2 paramètres. Ça peut être des exposants critiques, mais on peut aussi les décrire, on peut aussi les décrire au lieu de ça, à partir du nombre de dimensions de l'espace et du paramètre d'ordre. Et cela suffit. C'est assez remarquable. La classe d'universalité ne dépend pas de certains détails comme les intégrales d'échange, le fameux J, dans ce que nous avons vu, ou de la valeur du spin. Donc ça ne s'applique pas qu'au spin 1,5. Ça ne dépend pas non plus du réseau cristallin. C'est indépendant du fait que c'est un réseau cubique ou hexagonal ou autre. C'est donc tout à fait remarquable. Et donc, ça en fait une théorie puissante. Alors, voilà. Pardon, je dois préciser aussi que ces valeurs, intégrales d'échange, spin, interviennent par contre dans les valeurs numériques de la valeur de TC, par exemple. Si le comportement autour de la température critique est le même pour toute la classe d'universalité, la valeur précise de TC dépend de ces détails. Voilà, alors, assez de théorie pour le moment. Donc, prochaine vidéo, nous allons parler des substances réelles, des ferromagnétiques, parce qu'on peut se poser une question. Si on prend un morceau de fer, c'est un ferromagnétique, à température ambiante, il est largement en dessous de la température critique. On devrait donc avoir une aimantation spontanée. Pourtant, la plupart des morceaux de fer, sauf s'ils ont été aimantés, la plupart des morceaux de fer ou d'acier ne sont pas aimantés. Donc, on peut se demander pourquoi. En fait, les substances réelles ont des défauts, des structures, des orientations cristallines, c'est des polycristallins, c'est donc plus complexe. Et donc, dans la prochaine vidéo, nous aborderons ces aspects, les anisotropies, ainsi que ce qu'on appelle les domaines magnétiques. Je vous remercie.